Je retrouve en direct Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette demi-heure d'information et de décryptage à suivre également en vidéo et en direct sur la page YouTube de Radio J. À la une, en ce vendredi 17 janvier, le Hezbollah classé organisation terroriste par la Grande-Bretagne. La décision est tombée dans la matinée et c'est un coup dur pour l'organisation libanaise. Les explications dès le début de ce journal. L'optimisme de Benjamin Netanyahou concernant Naama Issachar, la jeune Israélienne emprisonnée en Russie, pourrait être prochainement libérée à l'occasion de la visite de Vladimir Poutine la semaine prochaine en Israël. Également au sommaire, ces sondages mi-figue, mi-raisin pour Benny Gantz. Le leader de Kahol Lavan arriverait en tête lors des prochaines élections israéliennes de mars prochain, mais ne parviendrait pas à former une majorité. En Iran, le guide suprême se dit favorable à une négociation, mais fixe ses conditions. Ça sera sans les États-Unis, sinon rien. Et puis dans la dernière partie de ce journal magazine, nous recevrons l'écrivain Jérémy Seban. Cette ancienne plume de Manuel Valls s'est reconvertie dans la fiction, mais il garde un œil avisé sur la communication politique et c'est justement l'un des sujets au cœur de son dernier roman. Radio J. Boris Johnson a donc tranché dans le vif et mis un terme aux demi-mesures concernant le Hezbollah. L'organisation libanaise a été classée aujourd'hui par la Grande-Bretagne comme un groupe terroriste. Annonce du Trésor britannique qui va donc désormais geler les avoirs du mouvement chiite. Le coup est rude pour Hassan Nasrallah. Jusqu'à là, seule la branche militaire du Hezbollah a été visée par des sanctions britanniques du fait de sa qualification comme organisation terroriste. Désormais, Londres s'aligne sur Washington sur cette question. Le mouvement chiite, dans toutes ses composantes, est désormais banni par la Grande-Bretagne. Une décision qui, sans nul doute, ravira Jérusalem. Sécurité avec cette intervention de la police israélienne ce matin dans le sud du pays. Un engin explosif accroché à des ballons envoyés depuis la bande de Gaza a été détruit. Aucun blessé n'a été rapporté ces derniers jours ont été marqués par une série d'incidents dans la zone. Mercredi, ce sont 4 roquettes qui avaient été tirées depuis l'enclave palestinienne. 2 d'entre elles avaient été neutralisées par le système dôme de fer. Et hier soir, Tsahal a riposté à plusieurs lancers de ballons incendiaires par des terroristes palestiniens. L'un d'entre eux a explosé près de Netivot sans faire de victimes. Un hélicoptère de l'armée a par la suite frappé en représailles une infrastructure souterraine du Hamas, que l'État hébreu estime responsable de ces incidents. J'ajoute que la plage d'Ashdod a été fermée tout à l'heure au public par la police israélienne après la découverte de ballons incendiaires, des engins finalement explosés par des démineurs. Sa mère espérait retrouver sa fille pour Hanouka. Finalement, c'est peut-être à l'occasion du 5e forum sur la Shoah que Yafa Issachar pourrait entendre la nouvelle tant attendue. Vladimir Poutine aurait l'intention d'indiquer la libération de Naama Issachar la semaine prochaine lors de sa visite en Israël pour l'événement commémoratif. C'est ce que croient savoir ces dernières heures les médias israéliens, citant une source russe. La jeune Israélienne a été condamnée, je vous le rappelle, à 7 ans et demi de prison après avoir été accusée d'être en possession d'un peu moins de 10 grammes de cannabis. Hier, Benjamin Netanyahou s'était montré optimiste sur ce dossier après un entretien téléphonique avec le président russe, Vladimir Poutine, qui n'exclurait pas désormais d'accorder une grâce présidentielle à Naama Issachar en échange très probablement d'une contrepartie diplomatique ou militaire de Jérusalem. Affaire donc à suivre. On ouvre la séquence politique israélienne de ce journal avec un sondage mi-figue, mi-raisin pour Benny Gantz. Le leader de la liste, Kahol Lavan, sortirait en tête des élections générales du 2 mars prochain, selon une étude rendue publique hier soir par la 12e chaîne de télévision israélienne. 34 sièges pour Bleu-Blanc contre 31 pour le Likoud. Ça serait donc un député de plus pour le mouvement centriste que lors des élections de septembre dernier, mais un de moins pour le parti de Benjamin Netanyahou. La liste arabe unie remporterait quant à elle 14 sièges, soit un de plus que lors de l'automne dernier. L'alliance travailliste Meretz obtiendrait 10 sièges, la liste Yamina 9, juste devant le chassé Israël Beitenou qui installerait à la Knesset 8 députés. En termes de bloc, néanmoins, pas de grand changement à prévoir selon le sondage de la 12e chaîne. Le bloc de centre-gauche s'appuierait sur 57 élus contre 55 pour le bloc de droite. Pas de majorité qui se dégage, donc, sauf bien sûr si Avigdor Lieberman et ses 8 sièges choisissaient cette fois de soutenir l'un des 2 candidats arrivés en tête. Il y a néanmoins une petite surprise dans ce sondage. Le parti d'extrême droite Otzma Yehudit franchirait pour la première fois le seuil électoral et ferait son entrée à la Knesset avec 4 sièges. Mercredi soir, le mouvement kahaniste d'Itamar Ben-Gvir avait été exclu de l'alliance Hayamina Hadash, Union nationale et foyer juif, sous la pression du ministre de la Défense, Naftali Bennett. Alors, comme tous les vendredis, les journaux israéliens fourmillent d'analyses et d'éditoriaux. Revue de presse signée Daniel Haïk en partenariat avec Studio Kalita. Dans le Maariv, Kalman Lipskin,
qui appartient à la mouvance sioniste religieuse et qui est un des journalistes les plus célèbres en Israël, ne cache pas sa colère après les développements à la droite du Likoud. Il s'en prend en particulier à Rafi Peretz, le leader du foyer juif, et à Naftali Bennett de la Nouvelle Droite, qui sont pour lui les fossoyeurs du sionisme religieux. Et pour Bennett, de manière plus spécifique, le responsable actuel de l'absence d'un gouvernement de droite aujourd'hui. Les éditorialistes principaux du Yediot Aharonot sont cités ce matin en évidence dans l'édition du vendredi du journal. Pour Nahum Barnea, la formation de la liste Yamina est un échec pour Bennett. Il rêvait d'une formation combattante, progressiste, qui puisse être une alternative au Likoud pour ceux qui ne veulent plus voter Netanyahou. Au bout du compte, il récupère une alliance avec un homophobe qui ne comprend rien à la politique. Il s'agit du rabbin Rafi Peretz, un exempté de service militaire. Il s'agit de Bezalel Smotrich, et une tâche morale qui vient de l'alliance entre Ayelet Shaked et l'ancien bâtonnier israélien Efi Navé. Et même si Ben Gvir ne sera pas là, dans cette campagne, son esprit sera présent puisque Smotrich y veillera particulièrement. Approche totalement différente de l'analyse de Sima Kadmon, toujours dans le Yediot Aharonot. Bennett a toutes les raisons d'être satisfait, écrit-elle. Il est à la tête de la seule formation à la droite du Likoud, une formation idéologique qui représente le sionisme religieux. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que ses relations avec Netanyahou s'améliorent, parce que finalement, le Likoud n'a plus que l'union de la droite comme rival. Amit Segal, le célèbre analyste de la chaîne 12, qui lui-même un pur produit du sionisme religieux, tente d'expliquer comment le rabbin Peretz a pu prendre une décision qui est un pur suicide politique en acceptant de rejoindre Bennett et en trahissant Ben Gvir. Et puis Segal nous explique un point important. Pourquoi, selon lui, il n'y aura pas d'ici les élections de vote pour ou contre la levée de l'immunité parlementaire de Binyamin Netanyahou. Encore un avis à mentionner dans le Yediot Aharonot, celui du Rav Yitzhak Levi, qui fut le leader du Parti national religieux à la fin des années 90 et qui ne cache pas, avoue déplorer les développements qui se sont produits avant-hier soir, mais il y voit aussi le bon côté des choses et affirme que Yamina, c'est effectivement l'ensemble, selon lui, des tendances idéologiques du sionisme religieux. On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de votre journal magazine. À tout de suite. 14h09, Radio J, la suite du journal magazine, Steve Nadjar. On continue à parler de politique israélienne. Les partis israéliens sont désormais en ordre de marche pour les élections du 2 mars. À droite, l'alliance entre 3 des 4 partis sionistes religieux s'est réalisée. On l'a vu tout à l'heure à la dernière minute. Problème d'un secteur de la société israélienne en plein essor, mais qui se cherche toujours une direction politique. Les explications à Jérusalem de Pascal Zonshine. La droite sioniste religieuse fait partie intégrante du paysage politique depuis la création d'Israël, mais cela fait plusieurs années qu'elle est de moins en moins en phase avec son public. Le psychodrame qui s'est joué cette semaine entre les partis de droite en est un nouveau symptôme. 3 partis ont finalement conclu à l'arraché une alliance électorale en laissant à l'extérieur le parti le plus à droite des 4. Ces divisions sont l'expression d'une société qui évolue, mais dont la représentation politique a du mal à se renouveler. La société religieuse sioniste israélienne s'est diversifiée, embourgeoisée. Elle est de plus en plus présente dans tous les domaines. Dans l'armée, elle fournit de plus en plus d'officiers et de soldats d'unités d'élite. Les juges et les magistrats religieux sont de plus en plus nombreux. On retrouve aussi de plus en plus de sionistes religieux dans les universités ou à la tête des entreprises. Pourtant, ils sont peu nombreux à être tentés par l'engagement politique. Un profil comme celui de Naftali Bennett, qui a fait fortune dans le high-tech avant de se lancer en politique, reste assez exceptionnel. Un certain nombre de facteurs peuvent expliquer ce décalage. Un des plus visibles est probablement le traumatisme consécutif au retrait d'Israël de la bande de Gaza en 2005. L'événement a provoqué une crise de confiance du public religieux envers sa direction politique et religieuse, à laquelle il a reproché de ne pas avoir été à la hauteur. Aujourd'hui, les courants représentés par les partis religieux sionistes traduisent en partie cette confusion, où les partis orthodoxes tels que le Shas pour les Sfarad ou le Degel HaTorah ou Agudat Israël pour les Ashkénazes prennent exclusivement leurs ordres auprès des rabbins qui dirigent leur communauté et dont les membres ont une véritable discipline de vote, les partis religieux sionistes fonctionnent, eux, sur un système hybride. Il n'y a pas non plus une conception idéologique homogène, mais plutôt des courants qui vont de la droite libérale, assez proche du Likoud, à la droite ultranationaliste qui prône notamment un régime où la loi religieuse remplacerait la loi
loi civile. Même si les courants extrémistes sont minoritaires, ils représentent pourtant des dizaines de milliers de voix. C'est pour cette raison que le foyer juif, le courant central du sionisme religieux, avait passé alliance avec le parti Otzma Yehudit de l'avocat Itamar Ben-Gvir contre l'avis de nombreux militants qui jugeaient cette union contre nature. C'est en rompant à la dernière minute son alliance avec le parti de Ben-Gvir que le leader du foyer juif, le Rav Rafi Peretz, a pu se rapprocher du parti de la nouvelle droite de Naftali Bennett, avec qui il fera course commune pour le scrutin du 2 mars. Mais c'est aussi parce que ces petits partis n'arrivent toujours pas à trouver un dénominateur commun qu'ils ne rallient pas les forces électorales nécessaires qui consolideraient un bloc de droite majoritaire à la Knesset, avec le risque pour l'électorat israélien de se retrouver face à un 4e tour. Le reste de l'actualité internationale et française. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Steve. Plusieurs centaines de musulmans rassemblés à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem ce matin ont provoqué des troubles. Les émeutiers ont défilé dans les rues de la capitale israélienne en lançant des slogans nationalistes. Des Palestiniens ont rapporté que les fidèles ont crié à la fin de la prière « Pas d'autre Dieu qu'Allah, juif, l'armée d'Al-Aqsa revient » ou encore « Dans le sang, nous rachèterons Al-Aqsa ». Les avocats de la Britannique condamnée à Chypre ont fait appel suite à sa condamnation à 4 mois de prison avec sursis. Elle avait été reconnue coupable de fausses accusations de viol contre 12 jeunes Israéliens en août dernier. Les avocats estiment que le procès n'était pas équitable et ont déposé un recours auprès de la Cour suprême de justice de Chypre. En Iran, le guide suprême Ali Khamenei considère aujourd'hui que le drame amer de l'avion ukrainien abattu à Téhéran ne devait pas faire oublier le sacrifice, je cite, du général Qassem Soleimani. Dans son allocution aujourd'hui, l'ayatollah a soutenu que l'effusion de chagrin lors des funérailles de l'ancien leader de la force Al-Quds du corps des gardiens de la révolution iranienne est une preuve indéniable que les Iraniens soutiennent la République islamique alors qu'il présidait la prière du vendredi, un fait rare. Khamenei en a profité pour apporter son soutien à la force Quds qui, selon lui, devrait être considérée comme une organisation humanitaire dotée de valeurs humaines. Et KLM, la filiale néerlandaise d'Air France, a déclaré que ses avions avaient cessé de survoler l'Iran et l'Irak après que le Boeing 737 ukrainien ne soit abattu par la République islamique le 8 janvier dernier. Et justement, un bilan revu à la hausse par les États-Unis aujourd'hui. 11 soldats américains ont finalement été blessés dans l'attaque iranienne de la base aérienne d'Ain al-Assad en Irak et d'Erbil selon le Pentagone. Plusieurs d'entre eux ont été traités pour des symptômes de commotion dus à l'explosion et sont toujours en cours d'évaluation. À 10 jours de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah, Matteo Salvini a déclaré que quiconque voulait anéantir Israël nous aura comme adversaire maintenant et toujours. Ça se passe donc en Italie. L'antisémitisme d'une certaine droite traditionnaliste et d'une certaine gauche est notre ennemi, a ajouté le chef de la Ligue nord italienne. La France maintenant, le patron d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, a affirmé ce matin sur Public Sénat que Marine Le Pen ne devait pas être autorisée à se présenter à la présidentielle 2022, Gabriel. Le conseiller régional d'Île-de-France a rappelé que la présidente du Rassemblement national refusait de répondre à la justice dans l'enquête des assistants parlementaires européens du Rassemblement national. Pour Julien Bayou, cette absence est disqualifiante pour se présenter à la fonction suprême. L'actualité sociale maintenant, le mouvement de grève contre la réforme des retraites accuse le coup dans les sondages. Selon une enquête d'Odoxa Densu Consulting pour Le Figaro et France Info, 57% des Français réclament à présent l'arrêt des blocages, même s'ils estiment que la protestation était justifiée dans son principe. En ce qui concerne le retrait de l'âge pivot dans le projet de loi, ils sont 55% à estimer que c'est une bonne décision et 53% que c'est un compromis raisonnable. Le vice-président américain Mike Pence participera au 5e Forum mondial sur l'Holocauste à Yad Vashem à Jérusalem jeudi prochain. Il ne sera pas seul. La conférence coïncidera cette année avec le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Parmi les 47 dirigeants internationaux présents, le président français Emmanuel Macron, le président russe Vladimir Poutine, le prince Charles et le président allemand Frank-Walter Steinmeier notamment. Le président israélien Reuven Rivlin devrait rencontrer chacun des chefs d'État pendant une demi-heure et discuter avec eux de leur relation avec l'État hébreu. Merci Gabriel. Le 5e forum sur la Shoah sur lequel revient Serge Ajdenberg. On écoute tout de suite son éditorial hebdomadaire. Événement exceptionnel en Israël la semaine prochaine. 47 chefs d'État, dont Emmanuel Macron, se réuniront à Jérusalem à l'occasion du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Rendez-vous qui devrait nous satisfaire par son importance pour le rappel du génocide.
Je commencerai par répondre non. 47 seulement, ai-je envie de crier. Où sont donc les 150 autres? Ne sont-ils pas concernés, même s'il s'agit d'États non européens qui furent à l'abri de la montée du nazisme? Les camps d'extermination allemands n'assassinèrent pas que des juifs de toute l'Europe. Furent gazés et réduits en cendres dans les mêmes camps, rappelons-le, gitans, prisonniers de guerre russes, malades mentaux allemands, homosexuels. Néanmoins, je vais essayer d'être positif. La venue de ces responsables étatiques à Jérusalem, rois et reines, premiers ministres et chefs d'État, est une reconnaissance de facto de la souveraineté juive sur Jérusalem, que certains d'entre eux remettent souvent en question. Il faudra bien suivre si ces personnalités iront dans la vieille ville, visiter la cité de David, le mur occidental, le Saint-Sépulcre, le Golgotha, chose impensable du temps de l'occupation jordanienne. Bien entendu, elles pourront non seulement se rendre dans ces lieux historiques juifs et chrétiens, mais aussi, si le Waqf musulman le permettait, elles auraient la possibilité de se trouver sur l'esplanade dite des mosquées. Rien que des choses dans la normalité, direz-vous, mais auxquelles nous ne sommes pas vraiment habitués. Cette venue des chefs d'État pour cet anniversaire, c'est aussi leur reconnaissance que l'État d'Israël est bien un État juif, représentant les 6 millions de morts juifs de la Shoah, tués uniquement parce que juifs, et que cet État est l'héritier de leurs âmes. Là, à Jérusalem, ces chefs d'État, pour ceux qui ne l'ont pas encore saisi, devraient pouvoir bien comprendre pourquoi ce pays se bat chaque jour afin de protéger ses enfants, ses femmes et ses hommes, et qu'il se doit de répondre à chaque attaque contre ses citoyens, que ce soit par des ballons chargés d'explosifs, des couteaux, des revolvers et des fusils, des bombes, mais aussi des missiles, qu'ils soient lancés de Gaza, de Beyrouth, de Damas, de Bagdad et peut-être même de Téhéran. Ces chefs d'État verront vivre côte à côte les adeptes des religions monothéistes originaires de cette région avant d'essaimer dans le monde. Ils pourront y réfléchir en pensant que sous leurs yeux, il y a la plus ancienne civilisation de la Terre qui est devenue la jeune et talentueuse start-up nation. Belle leçon dans une région du monde en pleine transformation, dans lequel nous voyons des hommes prier le même Dieu, mais s'entretuer au nom de leur dictateur et afin d'éliminer ceux qu'ils croient être des hérétiques. L'État d'Israël reste une cible à détruire nommément désignée chaque jour. Mais ayons confiance en Israël et en nous. Il n'y aura pas d'autre commémoration à ajouter au calendrier. Bonne journée, bonne semaine, à vendredi prochain. L'édito de Serge Hachdenberg. Une petite respiration tout de suite et on se retrouve pour la 3e partie du journal autour de mon invité, l'écrivain Jérémy Seban. La suite du journal magazine, Steve Nadjar. Bonjour Jérémy Seban. Bonjour Steve. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écrivain et scénariste. Votre dernier roman que je montre à la caméra devant moi s'intitule Le Détachement. Il est paru aux éditions Sable Polaire. Vous avez publié, Jérémy Seban, cette semaine un texte sur le site
de la règle du jeu, du nom de la revue dirigée par Bernard-Henri Lévy. Dans cette tribune intitulée « Raconter ou se raconter des histoires », vous dénoncez le nouveau paradigme de la communication politique. L'heure est désormais au buzz, au storytelling, au tweet incendiaire. Est-ce que vous n'êtes pas là, Jérémy Seban, un peu anti-moderne ? Non, pas du tout. C'est vrai que moi, je me suis d'abord engagé en politique. J'ai été plume pour des politiques. On en reparlera tout à l'heure. Engagé à gauche, mais sur la base, c'est vrai, de mon attachement historique pour des personnalités comme Léon Blum, Pierre Mendès France, etc. Sur laquelle vous aviez travaillé. Sur laquelle j'avais fait un ouvrage, la Pierre Mendès France. Je suis pas sûr que Léon Blum ou Pierre Mendès France auraient été très adeptes des tweets, de la com à outrance, des réseaux sociaux, voilà, du buzz, du storytelling. Mais est-ce qu'ils auraient pu être ce qu'ils ont été sans passer par la communication politique telle qu'on la connaît aujourd'hui, notamment à travers les réseaux sociaux ? En tout cas, c'est sûr que l'histoire de France a changé avec ce que vous appelez la modernité. Voilà, je sais pas, Jacques Chirac, François Mitterrand ont mis 30 ans à se faire élire à 3 élections présidentielles. Nous, on a donné un peu les clés de la bagnole à un mec qu'on connaissait pas 2 ans avant, même si voilà, le candidat Macron avait des qualités. Mais voilà, c'est vrai que aujourd'hui, l'obsession de la communication a remplacé, je pense, l'action politique, et donc on communique, on agit moins. Est-ce que vous estimez que ces discours parfois un peu stéréotypés éloignent les citoyens de leurs représentants ? Oui, moi je le dis aussi à travers mon personnage dans mon roman, qui est un personnage de plume politique, comme moi je l'ai été. C'est que au bout d'un moment, moi j'ai écrit 30 000 fois le lien social, le vivre ensemble, je suis content d'être là, alors que le mec, on sait qu'il en a rien à faire, etc. Et donc je crois que ce qui est quand même assez essentiel dans le fait de choisir des mots, c'est qu'ils aient un sens. Et globalement, quand on répète systématiquement les mêmes mots, on finit par... Une sorte de vacuité ? Une sorte de vacuité, et puis surtout, je pense que le langage politique est devenu une espèce de langue morte, c'est-à-dire que les citoyens n'écoutent plus les politiques, ils ont l'impression qu'ils ont des éléments de langage devant eux, qu'ils les répètent, qu'ils les récitent, et que la sincérité n'est pas toujours au rendez-vous. Jérémy Seban, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été la plume de plusieurs hommes politiques classés et de femmes politiques classées à gauche de l'échiquier politique, notamment l'ancien Premier ministre et maire d'Évry, Manuel Valls. Que retenez-vous de ces expériences qui forment l'un des théâtres de votre dernier roman ? Beaucoup de choses, puisque aujourd'hui, moi, j'écris essentiellement sur la politique. J'ai écrit un roman qui parle de politique, donc le détachement. J'écris une série politique actuellement, donc c'est un théâtre qui me plaît, parce que quand j'avais envie de raconter en effet ce que j'avais vu, moi j'ai trouvé que non, c'est une expérience très stimulante intellectuellement, mais où règne beaucoup de violence, de cruauté, ce règne où le winner du lundi peut être le loser du mardi, cette espèce de dépendance systématique à l'élection, au remaniement, au changement, etc. Et donc, je pense que c'est toujours intéressant d'écrire pour les autres, mais à un moment, moi, ce que j'ai souhaité, c'était écrire pour moi, raconter mes propres histoires, parce que... Et vous ne saviez pas que ça allait se passer comme ça, vous ? Non, parce que en fait, ce qui est vrai, en tout cas, je pense que c'est le cas de beaucoup de citoyens, de jeunes hommes, de jeunes femmes qui s'engagent en politique. Moi, j'avais quelque chose qui était de l'ordre de l'engagement militant, sincère, naïf, etc. Et donc, tout ça s'est un peu fracassé face à la violence de l'exercice et de la conquête du pouvoir, ouais. Et puis, vous pointez du doigt dans votre roman une forme de discrimination sociale dont vous avez été la victime. Non, je vais pas dire victime, parce que en fait, on vous rappelle assez vite. Vous n'avez pas été formé de la même manière que les autres. Vos autres collègues. Non, le roman, c'est un roman, donc là, pour le coup, c'est pas du tout autobiographique, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs scènes où mon personnage n'a pas fait l'ENA, et il est dans un cabinet ministériel où ils ont tous fait l'ENA, et donc ils veulent pas manger avec lui à la cantine parce qu'il a pas fait l'ENA. Ils veulent pas le nommer au journal officiel parce qu'ils ont l'impression que il y a quand même une hiérarchie entre eux et lui, etc. Mais c'est vrai que moi, j'ai aussi pu voir, en tout cas dans les cabinets ministériels, une forme de domination des héritiers, des énarques, etc. et de gens qui, en fait, quelle que soit la majorité en place, ne changent pas, restent là. Moi, j'ai travaillé sous François Hollande, mais j'ai travaillé avec des gens qui avaient travaillé sous Nicolas Sarkozy et sous Jacques Chirac, et finalement, les alternances ne changent absolument rien. C'est quand même globalement les mêmes qui restent là. Et même dans le nouveau quinquennat, eh bien, on voit quand même que au départ, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont choisi des gens nouveaux qui les avaient soutenus pendant la campagne présidentielle, et maintenant ils se tournent plutôt vers des vieux, entre guillemets, des gens qui ont servi sous le quinquennat précédent. Alors vous évoquiez Emmanuel Macron, quel regard d'ancienne plume portez-vous sur
Les vœux présidentiels du 31 décembre? Mitigé, contrasté. J'ai trouvé que son propos sur le fait d'unir la nation était tout à fait bienvenu, parce que je pense que ce qui manque aujourd'hui globalement à ce pays, c'est quelque chose de l'ordre du commun. C'est-à-dire que c'est quand même un pays très fragmenté, très individualisé, très communautarisé, et que dire aux Français qu'il y a quelque chose de plus grand que les intérêts individuels, c'est assez bienvenu. Après, voilà, je sais pas si c'est un truc d'atavique de gauche, mais je crois que quand même, quand on dit aux gens que ce qu'il faut, c'est la négociation, c'est le dialogue, etc., il faut savoir faire des pas. Et donc autant sur la politique, disons, régalienne, je l'ai trouvé assez bon, autant sur la politique sociale. En termes de communication. Non, c'est un bon communicant maintenant. Je pense que la communication elle-même atteint ses propres limites, dans le sens où c'est pas forcément lui faire injure, mais on a quand même l'impression de slogans globalement creux, de télé-évangélistes, etc. C'est-à-dire que n'importe quel président de la République aurait pu écrire ce qu'il nous a raconté, Jacques Chirac, François Hollande, n'importe qui, etc. Et donc je pense que la com atteint ses limites, et je pense qu'il faut regarder aussi un peu outre-Atlantique, c'est-à-dire que Donald Trump, par exemple, fait une communication très limitée, avec des phrases toutes simples, etc. et tout, et finalement ça commence à devenir plus efficace que de longs discours un peu lénifiants sur le rassemblement de la nation. Et donc je pense que ce qui menace aussi, disons, les progressistes, les républicains, etc., c'est que ils ont un discours qui finit par endormir un petit peu les citoyens, et qu'on finit par écouter celui qui parle plus fort. Aujourd'hui, vous avez quitté ce monde, Jérémy Seban, pour vous lancer dans la fiction, mais la fiction politique, avec notamment une série politique adaptée de votre premier roman, Après coup en cours. De quoi s'agit-il? Alors, deux choses. Donc, la première, c'est qu'en effet, j'adapte mon premier roman qui s'appelle Après coup en cours, qui parle un peu de politique, mais pas que. Et par ailleurs, j'écris une série politique qui n'est pas l'adaptation de mon premier roman, mais qui parle de 5 jeunes qui se lancent en politique après leurs études, et qui au départ sont très amis, mais qui face à la violence de ce milieu vont finir par devenir rivaux, et donc les meilleurs amis deviennent les pires ennemis, avec cette plongée dans ce bain très très violent qu'est la politique. Et l'adaptation de mon premier roman, donc Après coup en cours, c'était 4 jeunes qu'on suit de 15 à 25 ans pendant toutes les années 2000, et il y a en effet quelque chose de l'ordre de l'engagement politique, puisque c'est aussi quelque chose de très générationnel sur ce qu'étaient les années 2000, voilà, le 11 septembre, 21 avril 2002, l'élection de Sarkozy, le CPE, etc. Enfin, des choses qui nous semblent être de la préhistoire aujourd'hui. Le casting de ce film? Oui, pour l'instant, j'ai mes premiers acteurs, mais tout cela est très confidentiel, donc pas encore. Vous nous en reparlerez peut-être. Bien sûr, j'espère revenir. Merci Jérémy Seban d'avoir été mon invité aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre dernier roman, Le Détachement, que je remontre à la caméra, paru aux éditions Sable Polaire. À bientôt sur Radio J. Merci. C'est la fin de ce journal magazine. Vous pouvez le retrouver dans quelques minutes sur Facebook, YouTube et sur notre nouveau site www.radioj.fr. Prochain retour de l'information sur Radio J à 15h. Merci de votre fidélité cette semaine. Toute l'équipe du journal magazine vous donne rendez-vous dès lundi à 14h. Bon pied et bon oeil. Shabbat shalom.